Nous restons au Togo avec notre invité ce soir. La coalition des 14 est-elle seule contre tous? C'est la question qu'on va poser à notre invité, Nyimdewa Atakpama, délégué national aux affaires intérieures du Parti des Togolais, parti membre de la coalition des 14. Monsieur Atakpama, bonsoir. Bonsoir. Merci d'accepter l'invitation. Merci. Alors d'abord, est-ce que vous avez l'impression, au niveau de la coalition des 14, d'être esselé ou incompris de tous? Non, pas du tout. On ne peut pas être seul quand on a la majorité de la population togolaise avec soi. On ne peut pas être seul quand on a une coalition de plusieurs partis politiques. On ne peut pas se sentir seul quand tout ce qu'on dit est pratiquement la même chose que la diaspora dit tout le temps de par le monde, que ce soit en Afrique ou en Europe. La diaspora est avec nous. On ne peut pas se sentir seul quand la majorité, pour ne pas dire toutes les organisations de la société civile, disent exactement la même chose que nous, à savoir que nous sommes dans une lutte de libération. Nous voulons des réformes, c'est-à-dire que le peuple togolais veut des réformes. Ça fait longtemps que le peuple togolais cherche des réformes. Le peuple togolais ne demande pas des élections rapides, parce que nous avons connu beaucoup d'élections, nous avons vu ce que ça a donné, et c'est à juste titre que nous sommes résolument déterminés et engagés à avoir ces réformes-là avant de parler d'élections. Vous estimez avoir le peuple derrière vous, mais l'autre sens de ma question, c'est par rapport à la communauté internationale. Vous voulez parler de nos partenaires. Oui. Aujourd'hui, on peut dire que nous ne sommes pas au même niveau d'information que certains partenaires. Je pense que nous devons faire encore œuvre de pédagogie, parce qu'en fait, en réalité, on ne peut pas dire aujourd'hui, peut-être que vous faites allusion au dernier communiqué du groupe des 5, mais globalement, on peut dire même que le curseur se déplace vers nous, vers nos objectifs. C'est-à-dire que dès le début de la crise, et même avant, il faut même aller avant la crise, la communauté internationale ne s'occupait pas du problème du Togo. Maintenant, avec la crise, quand ils sont venus, parce que ils interprètent, parce qu'on interprète toujours avec ces grilles d'analyse. Ils interprètent comme ce qui se passe chez eux. Eux, ils sont en démocratie. Ils pensent que nous sommes en démocratie. Et donc, il faut bien leur expliquer la situation particulière du Togo, à savoir que nous ne sommes pas en démocratie. Nous sommes en train de faire une lutte de libération nationale. Et donc, dès le début, quand ils sont venus avec leurs expériences dans leur pays, ils disent allez aux élections. Nous, on a dit non. À plusieurs reprises, on a été ferme. On a dit non. La crise togolaise n'est pas qu'électorale. Et ça a marché. À un moment donné, ils se sont ravisés. Finalement, ils sont revenus parce qu'il doit y avoir des lobbies de peu partout. Ils sont revenus pour nous proposer le novembre. Nous avons dit non. On a été ferme. Maintenant, ils proposent le 20 décembre. Nous disons toujours non et nous sommes toujours fermes. Je pense que c'est à eux de reculer parce que nous savons ce que nous voulons au Togo. Et de toute façon, nos partenaires seront d'accord avec nous. C'est une histoire de rapport de force. Et donc, je vous rappelle que il y a 4 ans, quand les Burkinabés s'étaient levés, quand ils ont dit non à la CEDEAO, ils n'étaient pas seuls. Même la France a été obligée de se raviser au choix du peuple. Donc, ce qui est important aujourd'hui, ce n'est pas ce que nous disent nos partenaires. Ils nous proposent des choses. Ils ont leurs objectifs, ils ont leurs intérêts. Mais ce qui est important, c'est l'intérêt du Togo. C'est nos objectifs à nous. Et donc, c'est notre détermination, c'est notre fermeté qui va faire que finalement, et puis notre capacité de pédagogie, qui va faire que finalement, nos amis vont comprendre le sens de nos revendications. Ça veut dire jusqu'à présent, vous estimez qu'ils ne comprennent pas encore, c'est ça? Non, je pense que puisque les contacts sont toujours là, vous comprenez, les contacts sont toujours là, et ce qu'on regarde, ce manifestement, beaucoup nous disent qu'ils ont compris la situation et que de toute façon, les élections législatives ne sont pas la solution et qu'il faut trouver une solution, une autre solution. Et là, nous sommes en train de discuter pour trouver la solution. Mais ce qui est important pour le peuple togolais, c'est de savoir que c'est entre nos mains. C'est à nous de nous mobiliser efficacement, de nous mobiliser comme la première fois, comme ce que nous avons fait depuis 1 an. Et puis, nos amis peuvent nous donner des conseils, mais ce qui est déterminant, c'est ce que nous voulons, ce que nous pensons. Est-ce qu'aujourd'hui, tout de même, parce que quand on a lu le communiqué du groupe des 5, on a vu aussi les réactions qu'il y a eu de part et d'autre, ça a été comme une douche froide pour vous?
Non, nous avons dit que nous n'étions pas d'accord. Ce n'est pas une douche froide. Ils ont exprimé leur souhait. Ils nous exhortent, c'est ce qu'ils ont dit. Ils nous exhortent à participer aux législatives de décembre. Nous, pourquoi ça sera une douche froide? Puisque c'est des conseils de nos partenaires, nous leur disons non. C'est leur conseil. Ils ont le droit de nous donner des conseils, de nous exhorter à faire ceci et ça. Mais ce qui est important, c'est ce que nous pensons. Alors que nous savons que les élections précipitées ne sont pas la solution. Donc, nous n'allons pas suivre leurs conseils. Et c'est pour ça que nous leur disons clairement, gentiment, mais fermement, que ce n'est pas de cette solution que nous avons besoin. Ça ne nous arrange pas, cette solution-là. Et nous avons rappelé qu'en 2005, nous avons fait l'expérience de les écouter et ça a été funeste pour nous. Et nous n'allons plus faire ça, l'expérience-là. Aujourd'hui, c'est à eux de nous écouter, de bien comprendre l'enjeu. Et donc, nous continuons. Je peux rassurer la population togolaise que nous sommes toujours en contact avec nos partenaires et pas seulement les ambassadeurs qui sont ici, mais avec ceux qui, dans leur métropole, les centres de décision, il y a plusieurs tournées. Il y a d'autres leaders qui ne sont même pas encore revenus, qui vont arriver incessamment, qui ont fait des rencontres de très grand et haut niveau. Et je vous assure que nos partenaires comprennent aujourd'hui que les législatives du 20 décembre ne constituent pas une solution pour le Togo. Et qu'est-ce que ça donne sur le terrain, ces tournées, ces rencontres-là? Vous savez, nous sommes dans le domaine de la diplomatie. D'accord? Et donc, il y a des choses qu'on peut pas dire, ça donne ça sur le terrain. Et puis, c'est dynamique. Parce que ça fait quand même plus d'1 an que ça dure, la situation. Oui, mais vous savez comment ça s'est passé. Vous savez comment ce gouvernement-là, après avoir demandé à la CEDEAO de venir initier un dialogue entre nous, et que cette même communauté a proposé une feuille de route. Vous avez vu comment ce gouvernement lui-même viole cette feuille de route. C'est pour ça, dès le début, nous avons dit que le problème du Togo, ce ne sont pas les solutions à trouver. On a toujours trouvé des solutions. Le vrai problème du Togo, c'est la mise en œuvre de ces décisions-là. Et donc, ça nous a donné raison d'être sceptiques dès le début. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a bien une feuille de route, mais on assiste à une violation, ou bien à des violations répétées de cette feuille de route-là. Et donc, vous voyez pourquoi ça dure si longtemps. Et donc, ce que nous devons comprendre, en fait, et nous n'avons pas mis notre destin dans les mains de nos partenaires. Nous avons toujours dit qu'ils viennent nous aider à trouver une solution. Ils ne viennent pas faire la chose à notre place. Mais plusieurs fois, on a quand même entendu au niveau de la coalition, quand il se posait le moindre problème, on disait la CEDEAO allait venir, la CEDEAO allait siffler la fin, la CEDEAO allait faire ci et ça. Non, il ne faut pas mélanger ce qui circule sur les réseaux sociaux de citoyens, de ce que les leaders de la coalition disent. Et les leaders de la coalition n'ont jamais, je vous défie quiconque de trouver une fois si un leader de la coalition a remis le destin du peuple togolais dans les mains sur la question de la CENI, par exemple, plusieurs fois, des leaders de la coalition ont fait des sorties médiatiques où ils ont dit ils attendent que le comité de suivi se prononce sur cette question, que les facilitateurs se prononcent sur cette question. Ah oui, ça c'est différent. C'est exactement de ça que je parle. Ah non, ce n'est pas du tout la même chose. Là, c'est différent. C'est-à-dire que, vous savez, ce que nous avons fait, ce n'était pas un dialogue. Ce n'était pas un vrai dialogue, c'était un arbitrage. C'est-à-dire que les deux parties ne sont jamais parlé directement. La CEDEAO écoutait chaque partie, après ils arbitraient. Et donc c'est ce qui a amené les recommandations de la feuille de route. Du moment où c'est pour nous le bébé de la CEDEAO, puisque c'est leur feuille de route, et qu'une partie est en train de violer cette feuille de route-là, nous sommes en droit d'attendre leur son de cloche. Parce que c'est nos partenaires, nous sommes en droit de voir leur réaction avant de prendre nos décisions. Vous dites que c'est leur feuille de route. Oui, c'est ce que j'ai dit. Comme si ce n'était pas pour vous. Non. Écoutez-moi bien, écoutez bien ce que j'ai dit. J'explique comment ça s'est passé. C'est pourquoi je vous ai parlé d'arbitrage. C'est-à-dire que c'est eux qui l'ont produit. Ce n'est pas quelque chose, un accord comme les autres accords qu'on a eu à connaître, vous comprenez. Ce n'est pas des accords. C'est une feuille de route que les chefs d'État de la CEDEAO ont mise en place après avoir écouté les deux parties. D'accord? Donc c'est pour ça que je dis que du moment où c'est leur bébé, quand nous constatons que l'autre partie est en train de violer cette feuille de route-là, qu'ils nous ont proposé aux deux parties, nous respectons cette feuille de route-là,
l'autre partie ne respecte pas, nous sommes en droit d'attendre leur réaction avant de prendre notre décision. Mais nous ne disons pas qu'ils viendront faire les choses à notre place. Nous voulons juste savoir qu'est-ce qu'ils font, comment ils réagissent par rapport à la violation de cette feuille de route-là. Donc c'est tout. Alors, en tout cas, avant le communiqué même du groupe des 5, il y a eu le communiqué de la CEDEAO qui était sorti, je pense, le vendredi passé. Tout le monde avait dit que ce n'était pas authentique et tout, mais après on a compris que c'était authentique. Et ça aussi, apparemment, ce n'est pas dans ce schéma que vous semblez voir les choses. Non, justement, et c'est pour ça que la dernière fois, nous avons rencontré la presse pour informer les populations togolaises, d'abord pour faire le rapport de ce qui s'est passé à la rencontre de concertation de Conakry du 3 au 6 novembre, et donc pour dire que on s'est entendu sur des choses et c'est pas ce que nous avons vu dans le communiqué des facilitateurs. Et donc, à part la question de la recomposition de la CENI, où c'est ce que nous sommes dit, et il manque beaucoup d'éléments qu'on n'a pas vus. C'est pour ça que nous avons dit que nous exprimons notre désaccord total par rapport aux autres points du communiqué des facilitateurs. C'est-à-dire les 3 jours de prorogation. Les 3 jours de prorogation, c'est pourquoi nous appelons les populations à ne pas aller se faire recenser. Monsieur Atta, comment est-ce que vous voulez nous dire que Alpha Condé ne vous a pas dit « je ferai tout pour qu'on vous donne 3 jours de prorogation pour le recensement » ? Sur ce plan précis, Alpha Condé nous a dit que le gouvernement offre de nous proposer 3 jours de prorogation pour nous permettre de nous inscrire. Et nous avons dit clairement à M. Condé que ce n'est pas possible, que les irrégularités issues de ce recensement-là unilatéral ne sont pas faciles à corriger et que pour nous, la seule solution, c'était une reprise pure et simple du recensement. Et donc, on a été clair. Et il vous a répondu quoi? Il nous a dit clairement qu'ils vont nous revenir, il va prendre le pool des autres chefs d'État et qui vont nous revenir avant toute publication, avant de publier. Mais il vous a reçu avant la délégation du gouvernement. Oui, mais... Oui, mais parce que nous avons aussi des informations. Oui. La délégation du gouvernement, qui a été reçue en deuxième position, dit qu'il leur a été demandé de faire tout pour qu'il y ait une prolongation de 3 jours pour que les leaders de la coalition et des militants puissent se faire enrôler. En tout cas, moi, je peux vous garantir que jamais nous n'avons demandé une quelconque prorogation. Tout ce que nous avons demandé et nous demandons toujours, c'est une reprise pure et simple. Et vous avez en aucun moment, ferme là-dessus. Nous avons été fermes là-dessus. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'avec Alpha Condé, vous avez juste dit, voici ce que nous voulons, point barre? Non. D'abord, M. Condé nous a donné une série de décisions. En fait, c'est comme ça qu'il a présenté ça. Il dit, voilà, sur la CENI, en tout cas, c'est des informations qu'il nous donnait. Ce n'est pas des requêtes que nous faisions. Il nous a dit, sur la CENI, c'est réglé, il faut une recomposition. Votre 8e membre sera nommé par l'Assemblée nationale. Sur la présidence de la CENI, nous sommes mis d'accord avec les autres chefs de l'État. Ce sera un non-togolais qui va assurer ça. 3e point, c'était sur ce que l'on vient de parler, où nous lui avons dit que non, nous n'étions pas demandeurs de prorogation, qu'il fallait une reprise pure et simple. Ça, je peux vous le garantir, c'est comme ça que ça s'est fait. Et maintenant, nous avons rappelé les points de préoccupation que nous avons déjà dit au comité de suivi. Et le comité de suivi, si vous vous rappelez bien, nous avait dit qu'ils allaient retourner voir leur mandat, donc les chefs d'État, les facilitateurs, et ce seraient les facilitateurs qui devaient nous donner ces réponses-là. C'est pour ça que nous avons ramené ça chez lui en disant, voilà ce que le comité de suivi nous avait dit, qu'on va vous retourner la balle. Maintenant, nous sommes là, nous vous rappelons ce que nous avons dit. Et nous avons rappelé tous ces points de préoccupation. Et là, M. Condé disait que la CEDEAO et le comité de suivi ne l'avaient pas fait un rapport. Il s'étonnait et donc il disait qu'il va prendre connaissance de tout ça et ensemble avec l'autre facilitateur réfléchir à ça et nous revenir. Donc vous estimez que le communiqué qui est sorti le vendredi était comme une traîtrise? Bon, on peut dire que ça ne reflète pas
les points de vue exprimés et les points d'accord de la rencontre de concertation à Conakry. On peut le dire. Ça ne reflète pas la réalité des faits. Et ça veut dire pour vous que la CEDEAO vous a lâché? Non. Il ne s'agit pas de lâcher. Il ne faut pas poser la question en ces termes. Lâcher ou ne pas lâcher, ce n'est pas ça le problème, ce n'est pas approprié. Nous pensons que nos partenaires ont besoin encore de plus d'informations. Et nous allons leur donner ces informations-là et nous allons leur dire clairement. En tout cas, ce qui est important, c'est d'être ferme et de leur expliquer ce qui est important pour le Togo. C'est-à-dire que c'est des amis du Togo qui veulent nous aider à trouver des solutions. Et quand les solutions qu'ils préconisent ne sont pas bien pour le Togo, ça veut dire que ce ne sera pas bien pour la sous-région. Je vous rappelle qu'il y a déjà beaucoup d'instabilité dans la sous-région et que ce serait une erreur fatale d'ouvrir la voie à une autre instabilité au Togo, d'ouvrir un autre front au Togo. Et ça, je pense que nos partenaires sont conscients de ça. Vous comprenez? C'est pour ça, dès le début, la coalition a pris sur lui de donner une chance à la paix. Mais le problème, c'est que nous pourrions être débordés par les extrêmes. Et il ne faut pas donner la chance aux extrêmes. Il y a des extrêmes parmi vous, c'est ça? Je ne parle pas des extrêmes de la coalition. Je parle de l'ensemble du Togo. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'à un moment donné, il n'y a que deux protagonistes. Il y a deux protagonistes, mais il y a les Togolais dans leur ensemble. Et que, entre-temps, c'était pas la C14, c'était d'autres forces. D'autres forces peuvent naître aujourd'hui aussi dans ce Togo. Il n'y a pas que la coalition possible. C'est-à-dire que si les Togolais ne sont pas satisfaits dans ce qu'ils réclament, ça veut dire que le problème ne sera jamais réglé. Vous comprenez? Et donc, il faut craindre que d'autres forces, des extrêmes, puissent venir prendre le dessus. Puisque aujourd'hui, on a la chance d'avoir un interlocuteur qui donne la chance à la paix. Donc, c'est quelque chose que l'autre partie doit saisir. À tout état de cause, nous, aujourd'hui, nous avons un recours constitutionnel, puisque nous nous inscrivons dans le respect la légalité constitutionnelle, c'est ça? Des lois en vigueur. Et c'est pour ça que nous avons choisi cette voie-là. Nous avons un recours constitutionnel. Nous allons retourner dans les rues et ce sera à partir de samedi 17. Et donc, samedi 17, nous invitons tous les Togolais à se mobiliser pour être fermes, pour montrer que, pour dire simplement que nous n'avons pas besoin d'élections en ce moment-là. Notre problème, c'est les réformes. Et ces réformes-là, ça fait longtemps que nous les réclamons. Il est temps qu'on ait ces réformes-là. Après, on pourra faire les élections. Est-ce que, clairement, aujourd'hui, Gnime Dewa Atakpama, le dialogue a échoué? En fait, le dialogue a échoué. Il faut être clair, il ne faut pas avoir peur des mots. Ce dialogue-là, il a échoué. Pourquoi? Voilà, justement, c'est ce que j'allais dire. Parce que le régime au pouvoir a violé la feuille de route. Et donc, on peut valablement dire que le dialogue en l'état actuel a échoué. Il faut en tirer les leçons. D'accord? La feuille de route a échoué. D'accord? Puisque ce n'est pas appliqué au jour d'aujourd'hui, puisque ce régime-là viole chaque jour cette feuille de route-là. Qu'est-ce qui a échoué dans la feuille de route? Parce qu'on a tous lu la feuille de route. Il y a eu proposition de limitation de mandat à 2, élection à 2 tours, recomposition de la Cour constitutionnelle, renforcement de la CENI. Tout cela est en voie d'être réglé. Il n'y a que le 20 décembre pour les élections qui, bon, ça on ne peut pas anticiper, il faut attendre le 20 décembre. Qu'est-ce qui a échoué? Bien, d'abord, dans la feuille de route, on parle d'abord de la libération des détenus. Bon, les termes n'ont pas été utilisés clairement comme ça. Il a été dit que le gouvernement étudie la possibilité de mesures additionnelles, vous savez, d'accélérer les procédures judiciaires. Vous savez, je ne suis pas diplomate. Ok, je suis un homme politique. Et si nous regardons bien la feuille de route, il est dit clairement que nous devons avoir la libération des détenus. D'accord? Quelle que soit la manière dont il veut s'y prendre, ce n'est pas ça le problème. Le résultat, c'est que nous voulons que les jeunes qui sont arrêtés arbitrairement soient libérés. Point. Quelle que soit la manière, s'ils vont accélérer leur truc, etc., nous avons dit qu'il faut
un traitement politique à la chose. Ils ont choisi... Abstraction faite de toute règle procédurale judiciaire, c'est ça? La question est politique. Mais eux, ils ont choisi la voie judiciaire. D'accord? Mais tout ce que nous voulons, c'est que les détenus soient libérés. Au jour d'aujourd'hui, il y en a encore 44 dans la prison. D'accord? 44. Ils attendent. Il y en a qui ont fait déjà 1 an, plus d'1 an dans les prisons. Ça veut dire que cette partie n'a pas été respectée. Et ça, le gouvernement n'a pas besoin de nous pour le faire, pour libérer les gens. Donc ce n'est pas les 2 parties qui sont en cause. C'est clairement de la responsabilité du gouvernement. Donc ça, ce n'est pas fait. On a dit qu'il faut la sécurité, créer des mesures sécuritaires pour l'exercice des activités politiques. Aujourd'hui, plusieurs localités du pays sont toujours de fait sous choses. C'est-à-dire, le mot m'échappe également. Voilà, mais il y a la présence massive de forces de l'ordre, c'est l'état des sièges de fait. Et donc, ce n'est pas normal. Ça, ce n'est pas fait. D'accord? Et c'est seulement de la responsabilité du gouvernement. Cette partie aussi de la feuille de route est violée. Vous comprenez? On a dit dans cette même feuille de route qu'on doit faire les réformes avant les élections. D'accord? Aujourd'hui, dites-moi ce qui a été fait. C'est en cours. C'est en cours. Donc, c'est pas fait. Parce qu'à l'heure où nous parlons, il y a un projet de loi qui est sur la table de la commission des lois à l'Assemblée nationale. D'abord, ça devait être consensuel. On devait d'abord nous envoyer ça pour qu'on s'entende, pour avoir les chances que ce projet-là puisse passer. Bon, c'est déjà dans la feuille de route. C'est déjà dans la feuille de route. Non, dans la feuille de route, on a donné les directives, les grandes lignes. Maintenant, dans les faits, il faut rédiger. Si tout était dans la feuille de route, on n'a pas besoin d'amener un expert. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que c'est les grandes lignes qu'on a données et que maintenant, tout était à faire. Donc, ce n'est pas fait. On a parlé de recomposition de la Cour constitutionnelle. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas quand ça sera fait. Vous comprenez? Ça aussi, ça a été on a parlé du renforcement du processus électoral avec un fonctionnement inclusif. Un fonctionnement de la CENI, d'accord? Mais jusqu'aujourd'hui, la CENI ne fonctionne pas, puisque la CENI n'est même pas encore constituée. Vous comprenez? Légalement, cette CENI n'est pas constituée. Ce qui existe aujourd'hui ne peut pas être appelé CENI. C'est dans l'illégalité totale. Pourquoi vous dites ça? Parce que il faut que on désigne les membres de la CENI. Une fois que les membres sont désignés, d'accord? Après, il faut prêter serment devant la Cour constitutionnelle. Après la prestation de serment, il faut que le journal officiel publie ça. Une fois que le journal officiel publie ça, maintenant, ça veut dire que la CENI existe et que c'est constitué. Maintenant, après, dans le fonctionnement, maintenant, on peut parler de quorum. Du moment où ce n'est pas constitué, on ne peut pas parler de quorum. Il y a des gens là-bas qui ont suivi la même procédure que vous décrivez. Là. Quelle procédure? Ils ont prêté serment et puis c'est sorti dans le journal officiel. Ceux qui sont là actuellement, je veux justement, dire. Oui? Non, justement, on n'a pas dit qu'on forme une partie. Une institution, c'est l'ensemble. Tant que ce n'est pas l'ensemble, ce n'est pas fait. De quel ensemble vous parlez? Parce que c'est la règle qui a été suivie. Ils ont été nommés en octobre 2017 par l'Assemblée nationale. Ils ont prêté serment. On suppose que dès qu'ils prêtent serment devant la Cour constitutionnelle, c'est inscrit au journal officiel et ils ont pris fonction. Vous supposez ou bien vous me parlez de fait? Ce que je vous explique, c'est que vous parlez... C'est pour vous dire que je n'ai pas vérifié le journal officiel pour savoir si c'est fait. Mais je suppose donc que ça a dû être fait. Non, ne restons pas dans la supposition, parlons de faits. Et les faits, c'est quoi? C'est que, en tout cas, pour ce processus-là qui est en cours, la CENI n'est pas constituée puisqu'on a juste une partie des membres. D'accord? Ce que vous voulez dire, c'est que la coalition n'y est pas, c'est ça? Non, au-delà de la coalition, même si ce n'était pas la coalition, il faut, c'est-à-dire je parle en général d'une institution donnée. Nous sommes dans le juridique. Une institution, d'abord, c'est l'ensemble des personnes qui sont désignées. Après, on prête serment et ça part dans le journal officiel et c'est là où on sait que c'est constitué. Maintenant, après, dans la feuille de route, c'est dit clairement qu'il faut que ce soit la coalition qui soit prise. Voilà. Donc, voilà. Alors maintenant, je voudrais aussi vous faire réagir sur le sujet de l'actualité, puisque on a fait le tour, on voit que vous estimez que la coalition des 14 a
une masse populaire importante derrière elle. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore parler de C14 avec la position du MCD? Pourquoi vous pensez qu'on ne peut pas parler de C14? Non, je vous pose la question. Bah, je ne comprends pas. Moi, je ne vois pas... C'est-à-dire le MCD a pris le contre-pied de la décision de la coalition d'appeler au boycott de la prorogation du recensement. Bon, ça, c'est autre chose. Mais vous parlez d'un mot d'ordre que le qui est contraire au mot d'ordre du groupe. Oui. Et c'est des choses qui peuvent arriver dans le fonctionnement d'un groupe. Maintenant, nous, au niveau de la coalition, pour nous, ce n'est pas acceptable qu'un membre prenne le contre-pied d'une décision collégiale, mais il sera invité devant la conférence des présidents, donc avec les autres présidents, pour qu'il explique cette position-là que nous découvrons sur les médias. Et donc, il expliquera ça et puis ensemble, on trouvera une solution. Une exclusion n'est pas à l'ordre du jour. Vous savez, le problème n'est pas là. On ne va pas déplacer les problèmes des Togolais aujourd'hui. Non, c'est des questions qui sont légitimes aujourd'hui, qui doivent être posées aussi. Non, ce que je veux dire, c'est que la question légitime aujourd'hui, les problèmes des Togolais, ce n'est pas les personnes. Ce n'est pas si tel leader a fait ci ou a fait ça. Ce n'est pas si telle personne sera désavouée, sera exclue ou pas. C'est comme si vous essayez de cacher un feu avec du pain. Non, il n'y a pas le feu, justement. Je vous explique qu'aujourd'hui, il y a une lutte de libération nationale. Il y a des Togolais dans leur ensemble qui cherchent le changement. D'accord? Et puis, vous me parlez d'un des leaders qui a une position qui n'est pas exactement ce que le groupe a donné comme modèle. Je vous dis qu'il y a des instances que ce leader-là sera rencontré pour qu'il explique cette position-là que nous avons apprise sur les médias. En fonction de ça, on va discuter, on trouvera une solution. S'il y a une décision à prendre, cette décision sera prise. Mais en faire un problème aujourd'hui, alors que tous les Togolais, eux, tout ce qu'ils veulent aujourd'hui, c'est les réformes. Et donc, aujourd'hui, c'est la mobilisation générale. Ce n'est pas une histoire de leader, c'est une histoire des Togolais, c'est une histoire des populations. Et les populations ne sont pas dupes. Donc, ce n'est pas une question importante. C'est un épiphénomène. Non, enfin, je ne m'inscris pas dans cette situation de phénomène, épiphénomène. Je dis juste que ce n'est pas une question importante aujourd'hui. Ce qui est important pour nous, c'est d'avoir les réformes avant d'aller aux élections. Mais je peux vous garantir que la coalition dans son ensemble, c'est notre décision. Nous appelons les populations à boycotter. Oui, justement, c'est la question. Vous maintenez le boycott? Bien sûr, bien sûr. Nous maintenons. Pour nous, la seule solution, c'est une reprise pure et simple. Et nous confirmons aussi notre appel à manifester le samedi 17 novembre. Vous avez été compris. Nim Dewa Atakpama, merci d'être passé dans cette émission. Merci. Délégué national aux affaires intérieures du Parti des Togolais. On va marquer maintenant la pause et on va passer après au débat de regard croisé.